Salut tout le monde, bienvenue au Canard Réfractaire. Ici on fait des analyses critiques de l'actualité et on va s'intéresser aujourd'hui aux conséquences du réchauffement climatique, du changement climatique dans l'actualité internationale. Et on va commencer par l'Inde, avec ces images que tu as sans doute déjà vues passer quelque part. D'immenses glissements de terrain, avec des inondations, des éboulements, des pans entiers de montagnes qui se détachent en quelques minutes, et avec ça, des bâtiments qui s'effondrent, des véhicules qui sont emportés, et des vies aussi qui sont perdues. Là, on a écrit dimanche cette vidéo, et on compte déjà 66 morts au minimum dans le nord du pays. Des écoles ont dû fermer, les institutions ont été évacuées, et évidemment, l'activité économique est aussi à l'arrêt. Les infrastructures de transport comme les ponts, les ports ou les routes deviennent inutilisables, donc les villages qui comptent normalement tous sur leurs relations commerciales pour la bouffe, tombent à l'arrêt économique et potentiellement aussi dans la famine. Et tu as plein de villages qui vivent en autarcie aussi, que ce soit par la culture du riz ou des lentilles qui permettent de faire du dal, ou alors pour les plus riches d'entre eux du lait de buffle, et eux aussi ils ont perdu leurs moyens de survie. Ça veut dire que la famine, là aussi, et se rajoute à ça aussi la perte d'accès pour beaucoup à l'eau potable, et se rajoute encore à ça des chaleurs et des sécheresses énormes dans tout le pays. Et vient aussi les maladies transportées par cette mousson exceptionnelle comme la dengue ou le paludisme. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle un phénomène de mousson extrême où toutes les pluies tombent dans une très courte période. Les pluies de mousson, ça vient d'où? Ça vient d'un échange thermique entre les vents chauds qui viennent de la terre et les vents froids qui viennent de l'océan, et ça produit des appels d'air avec un vent constant qui amène de la pluie sur une période normalement de juin à septembre à peu près. Et cette mousson, ça produit traditionnellement 89 cm d'eau, sauf que là c'est pas 89 cm qui sont tombés, c'est le double, et juste pour un seul mois de moisson. En temps normal, la pluie, elle vient limiter les phénomènes de sécheresse qu'il y a en Inde, et ça rythme aussi le semis des céréales et des fruits dans un pays où la moitié des habitants vivent directement de leurs revenus agricoles. Sauf que ça produit trop de pluie qui rend impossible l'agriculture, toute la bonne terre s'en va avec les éboulements, et les stocks d'eau ne se reconstituent pas, et toutes les infrastructures d'irrigation, le peu qu'il y en a, sont pétées. Et après, les éboulements de terrain, c'est une grande période de sécheresse. Et ça, évidemment, ça a énormément de conséquences dans la vie économique d'un pays. Par exemple, là, pour l'Inde, la moitié des motos sont achetés dans les milieux ruraux. Sauf que si à cause des éboulements et compagnie, tu as le revenu agricole de ces ruraux qui s'effondre, en fait c'est toute l'industrie de la moto qui prend un coup. Et ça c'est le même raisonnement pour tous les biens de consommation. De bonnes récoltes font de bons revenus qui font de bonnes industries et donc des emplois. Le changement climatique vient donc casser cette dynamique économique là qui a été construite. Maintenant c'est l'inflation, la famine et le besoin de reconstruction en permanence. Et cette galère là, en fait ça change toute la politique d'une nation quand d'un coup la priorité c'est plus de développer son industrie, d'essayer de gérer des contrats pour s'exporter à l'international. Non, c'est d'éviter que des famines se développent trop à l'intérieur du pays et provoquent des révoltes de la faim comme on en le voit de plus en plus un petit peu partout dans le monde. Et cette mousson-là, elle a un lien aussi avec le réchauffement climatique, évidemment, parce que le réchauffement de la mer d'Arabie, donc c'est celle qui est à l'ouest de l'Inde, elle a pris 3 degrés en 50 ans, ce qui fait qu'il y a plus d'évaporation, donc plus d'eau, mais aussi moins de différence de température avec la Terre. Et donc le phénomène d'appel d'air qu'il y a entre le chaud et le froid de la Terre et de l'océan, en fait, il dure beaucoup moins longtemps. Donc en fait, on a plus d'eau et une période de moisson qui est plus courte. Et c'est exactement ce qu'on vient de décrire, ce qu'on vient de voir au début de cette vidéo. Et c'est le même truc qui se passe avec l'Himalaya, donc qui se réchauffe, donc les glaciers fondent, et ça pose des problèmes, notamment pour les influents de l'Himalaya qui passent par l'Inde et qui vont jusqu'au Pakistan. On va voir à la fin de la vidéo que ça pose pas mal de problèmes. Cette eau-là, avant, elle était utilisée énormément pour lutter contre la sécheresse, parce que ça faisait des rivières, c'est quand même pratique. Sauf que là, ça devient de plus en plus mort, parce que t'as moins en moins de glace dans l'Himalaya, et donc aussi, vu que t'as plus d'eau qui va dans la mer, ça augmente le niveau de la mer et donc le niveau des précipitations. En plus de ça, les moussons, elles deviennent imprévisibles. Du coup, on ne sait pas quand il faut semer, au risque de voir un éboulement emporter toutes les plantations qu'on a mises. Et déjà que c'est la galère dans ce genre de climat qui est à la fois chaud et humide de ne pas faire pourrir les plantes, là c'est encore pire quand tu as des moissons extrêmes avec des sécheresses extrêmes. Et en 2019, il y avait déjà eu un mois de septembre record au niveau de l'humidité et ça avait provoqué la mort de 1600 personnes directement, avec plusieurs régions du pays qui sont sous l'eau en octobre, alors que la moisson est traditionnellement censée s'arrêter à la mi-septembre. Bref,
tous les cycles sont perturbés et pas pour le bon. Et derrière, il y a aussi des raisons politiques à tout ça. La déforestation des jungles au centre du pays pour l'industrie empêche la captation de l'eau et favorise les éboulements. La bétonisation n'est presque pas réglementée dans le pays, donc pour produire plus, ils s'attaquent aux ruisseaux sans réfléchir pour construire des villes entières, des bâtiments entiers, et ce qui dérègle totalement l'écosystème. Les terres qui servent d'éponge naturelle, tout ça, ça dégage. Les ruisseaux, ça dégage. Les rivières, ça dégage. Et pour faire des villes bétonisées où la chaleur y est suffocante, rendant totalement impossible le travail. Donc besoin de climatiseurs qui augmentent la consommation électrique, donc la pollution. Bref, on ne s'en sort pas dans cette histoire. Se rajoute à ça l'exploitation peu contrôlée de l'eau souterraine et le manque de soins apportés aux malades qui favorise les épidémies avec des hôpitaux sans personnel, comme dans le Pendjab, où tu as l'État qui ne paye pas suffisamment juste les salariés pour qu'ils puissent vivre. Et du coup, ils se cassent. Et du coup, il n'y a personne pour soigner les gens. Et donc, les problèmes s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent et s'accumulent encore. Il y a totalement la bouteille d'eau depuis le début sur le plan, là. Évidemment, c'est pas de la ceinture, c'est de l'eau du robinet dans une bouteille de ceinture, les gars. Évidemment, je veux pas de drama, ok? Bon, évidemment, ces phénomènes-là, elles changent totalement la vie d'un pays et aussi toutes ses relations internationales. Prenons un exemple. L'Inde est un des principaux exportateurs de blé. Et l'Ukraine aussi est un principal exportateur de blé. Sauf qu'avec la guerre en Ukraine, tout avait été remis en question quant à l'exportation du blé ukrainien. Donc, tu avais énormément de pays africains qui dépendaient de l'exportation du blé ukrainien, qui ont donc demandé à l'Inde du blé. Sauf qu'à ce moment-là, il y avait une sécheresse immense en Inde et du coup, le pays a décidé de ne rien exporter pour garder la consommation de son blé pour son propre pays. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où ni l'Ukraine ni l'Inde ne pouvaient exporter du blé et plein de pays se sont retrouvés dans la merde. Et ça vient directement du changement climatique. Et tout étant interconnecté, tous les pays, toute la production, et en fait, la baisse de production d'un pays en influence des dizaines d'autres. Surtout que pour beaucoup, les pays s'hyper spécialisent à l'export. Tu sais, avec le FMI et tout ça, on avait fait des vidéos pour ça. Et du coup, il y a beaucoup d'interdépendance sur des trucs qui sont parfois un peu insensés. Genre, par exemple, l'Inde n'est pas vraiment censée produire du blé vu que c'est pas du tout le climat en fait. C'est juste que bon, ils ont eu au bon moment la bonne industrie agricole pour prendre ce marché et ça s'est fait. Sauf que en fait, c'est totalement fragile ce système-là, que c'est vachement dépendant des aléas climatiques. Ces aléas climatiques, on peut plus les contrôler et donc en fait, le système devient très très fragile, mais pour des millions et des millions de personnes, pas seulement pour les Indiens. Et surtout que dans cette histoire, les Indiens ne sont pas les seuls à se prendre les conséquences du réchauffement climatique. Alors là, en ce moment, tu as beaucoup d'actualités autour de l'Espagne et de l'Italie qui se prennent des sécheresses assez monstrueuses, mais là, on va plutôt parler du Canada. Donc en gros, le Canada est en train de brûler, grosso merdo, c'est ça. Mais vraiment, ce qui est impressionnant dans ce qui se passe au Canada, c'est la quantité de ce qui a brûlé. Juste pour juin, il a brûlé l'équivalent de ce qui a brûlé ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il a brûlé 40 fois plus que la normale. C'est colossal. En tout, c'est 5,7 millions d'hectares qui ont brûlé, soit la taille de plusieurs départements français. Il y a un pompier qui témoigne et je vous lis ça. Des flammes atteignent 60 à 90 mètres et un feu qui s'élève et roule comme des trains de marchandises. Oui, parce qu'il doit y avoir des gros arbres aussi au Canada, ça doit être ça. Et puis il rajoute, nous n'avons jamais rien vu de tel, c'est l'inconnu pour tout le monde. Surtout que ça risque de continuer parce que l'été s'annonce sec et chaud. Et tu as aussi évidemment d'autres problèmes. Par exemple, au Québec, tu as eu énormément d'incendies et là-bas, tu as des communautés autonomes qui vivent. Et du coup, ils ont dû être évacués, ce qui fait qu'ils sont devenus des réfugiés climatiques à l'intérieur de leur propre pays, ce qui va se répéter, se multiplier dans énormément de pays, notamment la France, et eux, ils ont tout perdu avec les incendies, donc se pose la question de comment on les recasse, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on les accueille. Et la quantité de bois, de bâtiments ou d'industries qui a été brûlée avec ces incendies, ça a libéré une telle dose de toxines partout dans l'air que l'air est devenu quasiment irrespirable pour des millions de gens. Il est maintenant recommandé de ne pas trop sortir de chez soi et de porter un masque en permanence. D'où les images d'ailleurs que beaucoup ont vues de New York orange, tu sais, il y a quelques semaines. Cette mauvaise qualité de l'air, ça concerne 80 millions de Nord-Américains, donc plus que la population française au total. Donc c'est pas un petit truc. Et s'il y a autant d'incendies, c'est aussi à cause de la gestion des pompiers.
C'est-à-dire qu'en temps normal, je vous l'ai dit, tu as quelques régions qui sont victimes d'incendies et donc en fait ils déplacent tous les pompiers du pays dans ces régions-là pour essayer d'éteindre les feux. Sauf que là, vu que c'est partout à la fois avec des quantités immenses, en fait il n'y a tout simplement pas suffisamment de pompiers pour étouffer tous les feux. Ce qui fait que le Canada a dû demander de l'aide, notamment des États-Unis qui ont envoyé plus d'1 millier de pompiers, et tu as aussi l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande qui en ont envoyé. Du coup, ça risque de poser certains problèmes logistiques à l'avenir, surtout s'il y a des incendies qui se passent en même temps dans ces régions-là qui sont aussi victimes de sécheresse et potentiellement d'incendies. Tout cela ralentit évidemment énormément l'activité économique. On a un exemple qui date de 2016 mais qui est assez intéressant. En Alberta, tu as eu un incendie qui a ravagé la ville pétrolière de Fort McMurray. C'est 3 milliards qui ont été perdus directement en destruction et 7 milliards indirectement, que ce soit pour rattraper les conséquences au niveau de la pollution environnementale que ça a causé ou celle de la perte fiscale due à l'arrêt d'activité. Et dès 2025, on estime que le Canada devrait payer 25 milliards par an pour compenser les pertes dues au réchauffement climatique. Sauf que le Canada est un immense pays pétrolier qui exporte beaucoup aux États-Unis. Le problème, c'est que ces incendies-là peuvent ralentir, voire stopper l'exploitation du pétrole au Canada. Et donc, les États-Unis vont peut-être pouvoir moins importer ce pétrole-là et devront soit trouver du pétrole ailleurs, et donc ça aura énormément de conséquences, l'Irak et compagnie, soit arrêter sa propre exportation vers des pays européens, ce qui aura énormément de conséquences pour nous. Et donc vous savez évidemment que ce qui fait énormément l'histoire et les mouvements internationaux, c'est beaucoup l'organisation et la redistribution du pétrole. Et donc là, on voit directement comment le réchauffement climatique va avoir un énorme impact dans les relations internationales. À la base de ces départs de feu, tu as des négligences, genre des mégots ou alors des feux de forêt qui sont mal éteints. Le problème, c'est que le territoire est tellement grand, tellement vaste, en fait c'est impossible de tout contrôler et d'empêcher ce genre de conneries qui arrivent, tu vois. La seule chose qu'ils peuvent faire, et la seule chose qu'ils font d'ailleurs, c'est d'augmenter les amendes. Tu as par exemple l'État de la Nouvelle-Écosse au Canada, eux ils mettent 25 000 $ d'amende pour toute personne qui allume un feu. Mais des fois c'est même pas une question de négligence, dans le sud-ouest du pays, tu as juste un véhicule qui a pris feu et du coup le feu s'est propagé dans les bois environnants et c'est parti. Et sachant que ces problèmes-là évidemment se recoupent, parce que par exemple quand tu as ces forêts qui brûlent, et en fait tu as beaucoup de CO2 qui sont émis, ce qui accélère le réchauffement global et donc accélère la fonte des pôles qui va bouleverser totalement les courants marins et les rythmes climatiques. Moins de calotte, moins de réflexion de la lumière sur une surface blanche, donc là encore une augmentation de la température. Et pareil pour ce qu'on appelle en français s'il vous plaît le pergélisol. C'est un sol qui est normalement constamment gelé. Avec le réchauffement, et en fait il se dégèle, la matière organique qu'elle contenait se décompose et libère là aussi du CO2. Bref, le réchauffement produit du réchauffement. Et donc, c'est la cata, oui, mais pas pour tout le monde. L'accès au sol avant gelé permet, par exemple, entre autres, l'exploitation de ressources pétrolières. Tu as Trump qui a lancé de grandes campagnes en Alaska pour ça. Et pareil pour le Groenland qui a signé pour l'exploitation de mines devenues inaccessibles. Et tu as tout l'enjeu aussi de la guerre de l'Arctique avec de nouvelles routes commerciales, avec de nouvelles exploitations qui va être possible, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Bref, ce réchauffement climatique produit des opportunités que les industries et les États vont saisir pour accéder à de nouvelles ressources, de nouvelles routes et produire de nouvelles marchandises, genre des bagnoles électriques. Voilà, c'est ça le plan. Et vu que de toute façon, il n'y a aucun État qui peut individuellement arranger la situation, chaque État va tenter de profiter de cette situation et de renforcer ses industries, ses exploitations, bref, ses multinationales, alors que c'est précisément cette industrie, ces exploitations, ces multinationales qui sont à la base du réchauffement climatique. Et ils vont continuer à le faire, même si le réchauffement climatique produit des phénomènes qui sont contre-productifs, y compris des crises financières, comme on va le voir dans des prochaines vidéos. Mais de toute façon, vu qu'ils n'ont pas de contrôle là-dessus, ils ne cherchent pas à avoir du contrôle là-dessus, ils cherchent à avoir du profit à court terme, et c'est ce qu'ils font. Donc il y a un phénomène naturel qui fait que plus de réchauffement produit plus de réchauffement. Mais là-dessus se rajoute une autre logique, une logique cette fois capitaliste, qui fait que plus de réchauffement va renforcer les causes du réchauffement. L'industrie, la pollution, la surexploitation. Donc c'est clair et net, le réchauffement climatique devient un acteur de la scène internationale qui va prendre toujours plus de place.
Pourquoi? Parce que à la base, le réchauffement va réduire la production agricole et donc ralentir la production industrielle, produisant des phénomènes de famine, de chômage et d'inflation qui va conduire à des émeutes. Tu as une étude qui a été relayée par l'Université de Genève qui en parle. La rarification de l'eau, rien que ça, due à la perturbation du cycle de l'eau, va produire de nombreuses révoltes partout dans le monde pour les mêmes raisons, inflation et famine. Des risques de révolte dans des sociétés qui sont déjà tendues pour plein de raisons. On va prendre l'exemple de l'Uruguay, tu as une grave crise de l'eau. Là, tu as le gouvernement corrompu qui favorise des immenses projets industriels, grands consommateurs d'eau, et aussi les très gros agriculteurs qui mettent tous les petits dans la merde. Et là, je parle de l'Uruguay. Je parle des petits malins, là, genre oui, Macron, les usines à batterie, etc., les méga-bassines, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce que nous avons Raphaël Enthoven, nous avons Gabriel Attal qui nous disent que tout va bien, donc c'est pas pareil en France, ok? Mais donc en Uruguay et pas en France, ils favorisent les grands industriels et les grandes agricultures au détriment en fait de tout le reste de la société, y compris des gens et de leur consommation normale en eau. Pour vous dire l'état de la situation en Uruguay, tu as un état d'urgence de l'eau potable qui a été mis en place en juin dernier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus d'eau potable dans la capitale. Ils balancent de l'eau qui est salée chargée en chlore. T'imagines un pays dont les habitants de sa capitale doivent boire de l'eau empoisonnée? Non mais t'imagines les conséquences sur la santé à moyen terme? Enfin, ça peut pas tenir comme ça de empoisonner la population juste pour que Google puisse faire son industrie. Là. Et les révoltes en eau, elles s'organisent après les manifs contre les retraites. D'Uruguay, encore une fois, je parle pas de la France, je parle de l'Uruguay là, c'est vraiment, ils ont fait une manif contre les retraites parce que le gouvernement a essayé de les plumer, et juste après ça, t'as la révolte de l'eau, ça continue en permanence, les crises, ça ne s'arrête jamais. Ça rappelle quand même des situations. Donc, il y a à la fois une accumulation de la colère sociale, économique et climatique, et tout ça qui se superpose. Donc, la lutte écolo n'est jamais qu'une lutte écolo. On lutte contre un système qui a déjà produit, oui, le réchauffement climatique, mais surtout qui se révèle totalement incapable de le gérer. Dans notre intérêt, évidemment, parce que Google, les grands agriculteurs, ça va, ils arrivent à peu près à gérer. Et d'autres pays, comme le Pakistan, souffraient déjà depuis longtemps des sécheresses. Genre, tu as eu des émeutes en 2001 et tu as même un conflit armé qui a pété en 2006 avec des milices pour l'eau, pour tout dire. Et aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Les bourges, à travers l'État, encore une fois, s'approprient l'eau des paysans pauvres pour les ramener vers les gros agriculteurs qui, eux, peuvent influencer l'État. La terre des pauvres est submergée pendant les moussons, pendant que les villes manquent d'eau. Et là encore, la priorité est donnée aux quartiers riches plutôt qu'aux quartiers pauvres. Ce qui fait que la lutte écolo, que ce soit au niveau international, national ou même local, prend toujours une forme de lutte des classes parce que c'est les riches qui gouvernent et pas les pauvres, et quand tu as une catastrophe qui arrive, c'est dans les intérêts des riches que tout ça est géré. C'est pour ça que la lutte climatique va entraîner forcément un renforcement de la lutte des classes. Et globalement, c'est partout pareil. Si on reste au niveau du Pakistan, le manque d'eau accélère le conflit avec l'Inde. Genre dans les années 60, tu as eu des traités qui ont été mis en place qui fait que tu as eu un partage des richesses entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan recevait une bonne partie des terres irriguées, sauf que tu avais 2/3 de son approvisionnement en eau qui était géré par l'Inde, notamment par 3 rivières qui viennent de l'Himalaya là. Sauf qu'avec les sécheresses, cet approvisionnement en eau n'est plus du tout assuré par l'Inde. Parce que ces fameuses rivières qui viennent de l'Himalaya, en fait, l'État indien a installé un maximum de centrales électriques pour exploiter cette eau-là, avant que le peu qui reste soit envoyé au Pakistan. Et avec le réchauffement, ils ont moins accès à cette eau-là. Et là, ça devient une véritable arme de guerre. L'Inde peut assécher le Pakistan et faire d'énormes chantages, ce qu'ils font. Et il y a donc des menaces directes qui sont faites depuis 2016, sachant que l'Inde et le Pakistan subissent eux aussi les effets des moissons, des sécheresses, d'événements climatiques extrêmes qui rend précieux pour les deux pays cet accès à l'eau. Pour vous donner une idée, au Pakistan, les inondations ont déjà coûté 10 milliards l'année dernière et ça va se renforcer de plus en plus. Résultat, le conflit de l'eau devient un conflit armé avec le besoin de justifier une politique agressive avec l'accès à l'eau. Il faut justifier le fait qu'on veuille buter du Pakistanais. Globalement, c'est ça au niveau de l'Indien. Donc, il faut avoir une bonne raison pour ça et c'est pour ça que tu as une idéologie qui se développe pour permettre ce chose-là avec Modi qui arrive au pouvoir, qui est un nazi, voilà. Un néolibéral, mais qui est un nazi qui fait des pogroms anti-musulmans parce que vous savez que le Pakistan, c'est en gros les Indiens musulmans qui ont été mis sur une terre comme ça. Et c'est là où tu vois que le réchauffement climatique produit des nécessités économiques, des nécessités de guerre, qui fait que tu as des idéologies qui se développent. Et ça change totalement un pays, ça change totalement ses relations avec le pays. Et même situation de conflit entre les États-Unis et le Mexique avec le fleuve du Colorado, avec la Turquie et la Syrie et l'Irak avec le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate, et aussi entre l'Iran et l'Afghanistan qui se font un peu la guerre en ce moment, et aussi tous les pays qui sont traversés et influencés par le Nil. Ce qui fait énormément de pays, énormément de conflits qui ne vont tout simplement pas s'arrêter et qui vont même se renforcer au fil des années.
Bref, le réchauffement climatique va accélérer les révoltes et les guerres. Et ça fait d'ores et déjà partie de notre vie et il va falloir composer avec. Et tout à l'heure, je faisais des blagues avec l'Uruguay, la France, machin, mais en réalité, c'est exactement le même problème qui se pose chez nous, avec la sécheresse, avec des migrations internes qui vont avoir lieu, ce qui fait qu'on rentre, qu'on le veuille ou non, dans cette lutte-là. Entre eux, nos dirigeants qui veulent gérer cette société à leur profit et faire en sorte que les crises soient des opportunités quoi qu'il arrive, au détriment de nous qui avons là, cette fois, besoin, on veut, mais on a surtout besoin de changer la société. Et quel genre de société on veut? De quoi on a besoin? Une société qui permet de changer notre production totalement pour produire des choses utiles qui ne renforcent pas le cycle du réchauffement, de la pollution et de la guerre et qui permet de répartir équitablement entre nous tous le travail et les richesses pour qu'on puisse tous affronter ces crises-là. Une société plus équitable contre les intérêts des riches, oui, donc dirigée par le peuple, c'est-à-dire nous. Et en vrai, on va finir là-dessus sur T'es fou. Sur TF1, T'es fou, il y avait des dessins animés sur T'es fou, je sais pas si il y avait Bob l'éponge sur T'es fou. Bref, sur T'es fou, à chaque fois, moi, on me faisait la propagande de l'objectif de notre génération, ça va être l'écologie et de sauver la planète. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le réchauffement climatique est là, il a déjà commencé, il est irréversible, et donc c'est pas la question de pouvoir sauver ce truc-là. En fait, l'enjeu de notre génération, c'est pas de sauver la planète en mode écologie, c'est de transformer totalement notre société, de prendre le pouvoir pour réorganiser la société, pour pouvoir survivre à ce changement climatique-là, pour éviter un maximum les guerres et pour qu'on puisse vivre heureux là-dedans malgré tout. Et franchement, il y a moyen. Franchement, si on s'organise bien, il y a moyen. Sur ce, amis réfractaires, j'espère que cette revue de presse vous a plu, un petit peu différente de d'habitude, mais voilà, on essaye de tenter autre chose. N'hésite pas à dire par commentaire ce que tu en penses. Et encore une fois, on est en financement participatif encore pour quelques jours, donc n'hésitez pas à aller voir en description, en commentaire épinglé, vous trouverez un lien pour nous financer. Il nous manque 10 000 € pour clôturer l'année, et à partir de ça, on va pouvoir vous proposer de nouveaux projets, et ça va arriver, normalement, si tout va bien, en septembre. Et on va vous présenter ça une fois que toute l'équipe du Canard, on sera OK sur comment faire les choses. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.